Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec la belle Lauriane. On va aborder le deuil d'un enfant, le deuil périnatal. On veut savoir comment ça se vit, quel impact ça a aussi dans la vie amoureuse, intime, sexuelle. On va jaser de tout ça avec Lauriane, avec sa fondation Tornade d'Espoir. Et juste avant, je veux vous parler de mon nouveau jeu, Connexion charnelle le jeu. Il est en vente au prix de 25 frais de poste inclus sur connexioncharnelle.ca. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. C'est un jeu conversationnel qui va faire toute la différence dans votre vie de couple, de dating aussi. Et vous pouvez l'utiliser aussi comme un petit miroir de poche. Donc, vous posez les questions pour être capable de vous introspecter. Donc, voilà pour mon jeu. Maintenant, bienvenue Lauriane. Je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, Lauriane, j'aimerais ça que tu te présentes puis que tu expliques un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce qui t'amène sur le podcast de Connexion charnelle. Moi, en fait, je suis une maman de 26 ans qui a vécu lourd dans sa vie, là. Euh, je suis une maman de 3 enfants, dont un vivant. Donc, Hum, j'ai eu un deuil périnatal et un deuil parental. Donc, j'ai perdu un bébé à 24 semaines de grossesse. Il est né vivant, il est né décédé. Puis, l'an dernier, le 13 juillet l'année dernière, ma fille Mathilde est décédée également, là. Elle s'est noyée. Donc, suite de ça, heu, je fais ma mission, là, de rendre le deuil parental moins tabou, hum, pour qu'on puisse en parler parce que, on peut pas vivre ça tout seul. C'est pas c'est possible clair. de vivre cette tempête-là seul dans sa chambre, seul dans sa maison, là. C'est juste pas possible, là. Ça, Mais c'est ma j'imagine que le soutien de l'entourage va faire une grande différence dans comment les parents endeuillés vont vivre ça. Oui, le soutien a un grand impact. Par contre, on voit dans pratiquement tous les deuils parentaux que le soutien est très présent au moment où ça arrive. Mhm. Pas, les gens ont pas le choix de retourner au travail, ont pas le choix de retourner à leur vie. Donc, le soutien s'effrite au courant des semaines suivantes. Sauf que, nous, notre enfant, il reviendra pas. Notre vie a changé du tout au tout, du jour au lendemain. Donc, Mhm. on se retrouve quand même seul et souvent, le nom de notre enfant est de moins en moins prononcé. Donc, on se retrouve à se sentir encore plus seul, qu'au moment même où c'est arrivé, là. Puis, avec la fondation Ton an d'espoir, j'imagine que tu as rencontré d'autres parents qui ont perdu des enfants. Est-ce que ça se passe pareil pour tous les parents? C'est sûr que ça se passe pas pareil pour tous les enfants au niveau de, l'entreprise Tournante d'espoir, l'organisation. Et on voit beaucoup de types de deuil. C'est sûr qu'il y a des deuils qui sont différents l'un de l'autre. On ne peut pas dire qu'un deuil est pareil là, à l'autre. Il y a des deuils qui Mhm, viennent de maladie, il y a des deuils qui viennent de drames, là, donc du jour au lendemain, par exemple, une noyade, un accident, des choses comme ça. Il y a mhm, tout type de deuil. Là, on part avec un différent bagage. Donc, exemple, une maladie, on a commencé à doucement escalader la montagne, puis en prendre des petites bouchées avant le décès. Donc, on le vit différemment. Le deuil comme un accident d'auto, là, on voit qu'on a des parents qui sont en dehors de leur corps, oui, mais
ont encore plus de misère à réaliser ce qui est en train de leur arriver parce que ça marche pas. Ils ont rien vu aller, leur enfant était pas malade, leur enfant était parfait, il y avait rien qui présageait ça. Donc, on a beaucoup plus un état de choc chez un parent Mhm. qui était pas préparé à ça versus un parent qui a eu un accompagnement auprès d'une équipe médicale, il savait que ça s'en venait. Même si c'est dur pareil pour tout le monde après, mais l'état de choc est différent chez un parent qui, du jour au lendemain, perd son enfant versus a quelques mois pour s'en préparer. Mhm. Puis est-ce que un versus l'autre va faire une plus grande différence dans la façon que le parent va aborder la chose après? Parce que des fois, là, écoute, je te parle vraiment d'une observation extérieure, là. J'ai heureusement jamais vécu un deuil parental, mais certaines personnes vont vraiment se refermer sur eux-mêmes, on peut pas, tu sais, ils veulent pas qu'on les aide, veulent pas qu'on soit là, veulent pas que, tu sais, ils veulent comme vivre leur peine tout seuls, puis des fois ça perdure des mois, voire des années. Puis il y en a d'autres personnes qui, comme toi, je présume, se servent de cette, tragédie-là pour avancer, pour bâtir quelque chose de nouveau. Y a-tu une corrélation entre les types de deuil puis versus comment la personne va le vivre? Il y a pas forcément de corrélation entre l'un et l'autre. Il y a beaucoup le vécu de la personne avant le deuil. Mhm. Il faut se dire que sa première tragédie, c'est de perdre son enfant et pas prêt psychologiquement à ça, même si on peut jamais l'être. Quand c'est Mhm. la première embûche que cette personne-là traverse, c'est sûr que on n'a aucune stratégie pour apprendre à se relever. On a rien. On n'a pas de filet de sécurité. On n'est pas prêt, là, prêt du tout. Versus quelqu'un qui a, vécu une séparation. Là, après ça, on a vécu, la perte d'un parent, d'un grand-parent après ça. Donc, toutes des petites choses, des petits deuils de la vie, la perte d'un emploi qui finissent par bâtir, un réseau de contacts, après ça, un filet de sécurité. OK, quand je vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Puis, tous des petits outils qu'au final, on peut utiliser dans la perte de notre enfant, là, pour se relever tranquillement. C'est sûr que le tempérament de la personne va jouer pour beaucoup aussi. Avant la perte de ma fille, j'ai toujours été une personne excessivement résiliente et beaucoup dans l'action. Donc ça, c'est sûr que ça change la donne étant donné que je suis comme ça au naturel. J'ai toujours été comme ça, à vouloir aider tout le monde, puis être dans l'action. Versus quelqu'un qui a toujours été un petit peu introverti, qui a toujours été je fais mes petites choses, laissez-moi tranquille, je vais vous laisser tranquille. C'est sûr que là, on va être plus à risque. On va remarquer un parent Mhm. plus à risque. Puis dans ce temps-là, on va mettre un petit peu plus d'emphase sur un parent comme ça parce que on va établir un filet de sécurité autour de lui, là. Parce qu'il y a une nécessité. On laisse un parent seul, qui est un petit peu plus solitaire, et cetera, là, sans J'aimerais ça que tu me parles un peu, avant qu'on aille plus loin là, dans comment on aborde ça après le deuil. Il y a un deuil qui est quand même mal compris, je pense. Le deuil périnatal, quand on perd un enfant avant la naissance, là, quand on fait une fausse couche, là, comme on dit communément ici au Québec. Ce type de deuil-là, comment toi tu l'as vécu? Parce que c'est pas évident pour ceux qui ont. Toi, tu portes le bébé, mais les autres autour, même la famille, ils étaient pas rendus là, tu sais, ils connaissent pas, là. il y a pas, il y a plusieurs choses là-dedans. De un, je suis maman dès que le test de grossesse affiche de bord. Donc, on Mhm. a déjà construit quelque chose pour notre enfant. Nous, on l'a imaginé jouer avec ses frères et sœurs s'il y a des frères et sœurs. On l'a imaginé rentrer à l'école. On l'a même imaginé se marier, là. On est rendu vraiment loin. C'est la nature humaine. Nos enfants, on les imagine, on les aime dès les deux petites bas. Donc, dès qu'ils rencontrent une embûche dans une grossesse, c'est la fin du monde pour une maman. Puis particulièrement, là, je parle des mamans, là. Je sais que les papas, je vais en parler après, là, mais les mamans, c'est un lien qui est
c'est une connexion entre l'enfant tous les jours. Donc, une fausse couche, ben, ça amène de l'incertitude sur la suite. Est-ce que je vais être capable, mon corps, de tomber enceinte? Est-ce que je vais pouvoir en avoir d'autres? Puis, Mhm, la ligne, là, alors que, tu sais, ça peut arriver après. mhm, Donc, c'est un deuil qui est très, très solitaire. Souvent, ça arrive, puis il y a personne qui le sait. Tu enceinte, puis tout d'un coup, ça arrive. Mais là, t'as pas de congé, là. Faut que tu retournes mhm, au travail tout de suite. Il y a personne qui est là pour te chouchouter. C'est go, faut que tu sois performant, puis si ça fit pas, ben, tu vas voir ton médecin. Il va t'arrêter, puis tu vas avoir l'impression d'être malade parce que c'est ça qui est écrit sur ton papier du médecin, que tu es malade, mais en mhm. fait, c'est juste que tu es en deuil en ce moment. En deuil d'un petit embryon qui était gros, peut-être comme ça, mais c'est ça pareil. Donc, c'est Oui, très puis en même temps, c'est un deuil qui a pas de funérailles. Donc, il y a un processus qui se fait pas dans ce tu le deuil-là. vois pas la plupart du temps parce que tu fais une fausse couche, puis là, tu savais que tu étais enceinte, tu perds du sang, tu t'en vas à l'hôpital, on te dit: «Ah, il y a plus rien dans l'utérus». Ça veut dire ça, je l'ai flushé dans mes toilettes. C'est de se culpabiliser parce qu'il y a beaucoup de culpabilité dans ce deuil-là aussi. Je pense qu'il y a de la culpabilité dans tout ce qui est deuil parental aussi, mais dans le deuil périnatal, parce que c'est ton corps à toi qui a pas pu le porter. Donc, Mhm, il y a tous ces points-là qui font que c'est un deuil très douloureux. Puis là, après ça, quand on passe le 12 semaines, là, normalement, on vit naïvement, là. 12 semaines, tout est beau. Après ça, il y en a plus de problème. Donc, mhm, on avance, mais il y a des problèmes qu'on peut rencontrer à tout temps dans la grossesse. Que ce soit parce que le test de la trisomie revient avec, finalement, ben, il y a une trisomie, puis c'est une trisomie qui est pas viable, par exemple. mhm. Je prends l'exemple d'une amie, ça lui est arrivé et ils ont fait le choix, d'une interruption médicale de grossesse. Ben, ça aussi, c'est un deuil, c'est la même chose. C'est de décider, oui, en quelque sorte, d'interrompre la grossesse, mais c'est quand même un deuil périnatal. C'est quand même de se dire: «Hey, j'ai mis fin à une grossesse, j'ai mis fin à la vie, j'ai arrêté le cœur de mon enfant, je l'ai accouché». Puis après ça, ben, dépendamment à quel stade on était, ben, il y a des moments où ils se font juste être mis dans les déchets biomédica biomédicales. Puis d'autres fois, ben, là, qu'on a la chance de le voir, de le prendre, de réaliser avec notre conjoint, puis d'avoir le droit à des funérailles, de l'incinérer, de le mettre dans un reliquaire, puis d'avoir ce petit moment-là qui aide au deuil aussi. Ouais, Donc, on a absolument. toute cette variante-là, mais tu sais, il peut arriver n'importe quoi. Comme moi, Elliot, il est né parce que il y a eu un décollement placentaire. Donc, à 24 semaines, il est né. Mais il est décédé tout de suite, là. Il y a pas eu Mhm, de j'ai pas eu la chance là qu'il vive longtemps ou quoi que ce soit, qu'on essaye de le sauver. Ça a pas été dans les options. Donc, c'est un deuil que j'ai vécu avec beaucoup de colère contre le personnel médical. C'est un deuil que j'ai vécu avec beaucoup de colère envers moi-même parce que c'est moi que mon placenta a décidé de faire «Ah, bye, j'ai décidé d'arrêter de fonctionner maintenant». mhm. Au moment où ça arrive, on est en colère contre tout, on a de la peine, puis on est seul parce qu'on est les seules personnes à avoir vu notre enfant, avoir pu prendre du temps avec lui, c'est nous. Parce que maman, la grand-maman, la grand-papa, les oncles, les tantes, il y a personne qui a pu comprendre, voir, vivre des petits moments avec lui. Mhm. Donc, quand on vient pour en parler puis le nommer, ben, c'est super malaisant avec toute la famille. Si on a la chance d'avoir une famille super ouverte, qui veulent en parler et tout, ben, c'est rare. Et Mhm, je comprends. c'est Est-ce que dans très ta famille, vous avez été capable d'en parler? ça dépend avec qui. Heu, OK. moi, j'ai eu la chance, en fait, que j'ai accouché d'Eliott avec, ma maman.
Donc ma mère a pu le prendre, a pu le voir, parce que mon ex-conjoint, à ce moment-là, j'étais encore avec, le père des enfants, n'était pas là, pour cet accouchement-là. OK. Donc ma mère était là, puis ça m'a permis justement qu'il y ait quelqu'un qui l'a vu. Ce lien-là a été plus facile. Donc j'ai pu en parler avec ma mère: «Est-ce que tu te rappelles, on lui a chanté des chansons?» On lui a donné un bain, j'allume une étoile là à Québec, qui est un organisme Mhm. qui prend des photos des nouveau-nés. Ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand il y a la possibilité de créer des souvenirs avec l'enfant, ben, il y a des photographes, en fait, qui prennent des photos de ces petits bébés-là décédés. C'est les seuls souvenirs qu'on a. Mais c'est des souvenirs Mhm. de grande qualité parce qu'ils ont été pris par un photographe, un vrai, qui est spécialisé là-dedans. D'ailleurs, je lève mon chapeau à ces photographes-là qui, sont sur appel, qui viennent à chaque fois au CHUL, qu'il y a un décès d'un bébé, qui viennent le prendre en photo, qui font tous les petits détails là, c'est vraiment super. C'est des beaux souvenirs que j'ai, même si c'est une des pires journées de ma vie, j'ai des beaux souvenirs de ça là. Puis même les dames qui tricotent, ils font des petits habits pour les bébés là, des petits OK. puis, des petites couvertures pour que sur ces photos-là, on puisse en fait avoir des photos habillées, Mhm. du petit mousse, puis qu'on puisse repartir aussi avec quelque chose qu'il a porté. OK. Donc, il C'est y a des intéressant. c'est vraiment super. On a ça au CHUL, donc, dans mon secteur. Je sais pas s'il y a ça partout. J'espère en fait qu'il y a ça partout là, pour être honnête. Mhm. Ici, on a aussi la chance d'avoir un organisme spécialisé au niveau du deuil périnatal qui est, les Perséides, OK. qui est un organisme qui est vraiment spécialisé uniquement au niveau du deuil périnatal. Donc, tout ce qui est avant l'accouchement ainsi que dans les mois suivant l'accouchement. Donc, quand on parle d'un bébé là, naissant, puis, ben, après le deuil périnatal, ben, tout ce qui est tornade là, pour ce qui est du deuil parental. Mais c'est un organisme qui, est en activité depuis plus de 15 ans, qui est vraiment spécialisé là-dedans, qui donne des formations aussi au niveau des professionnels de la santé, puis qui ont des groupes qui sont vraiment exceptionnels. Je n'ai que des bons mots pour eux. Ils m'ont vraiment aidé à traverser cette phase-là de ma vie, là. Ben, c'est important. C'est important qu'il y ait du support externe parce que des fois, l'entourage immédiat, soit sait pas comment agir, sait pas comment aider, tout ça, là, tu sais, c'est comme nouveau. C'est difficile d'imaginer, tu sais, quand quelqu'un perd son bébé comme ça à 24 semaines, comment il vit ça, comment on peut être là pour elle, et cetera. Donc, tu sais, qu'il y a des organismes qui encadrent ça, ben, je pense que ça peut faire une belle différence. Et ça m'amène à te poser la question, à ce moment-là, tu étais en couple. Comment ça se passe quand tu as un deuil périnatal puis que tu es en couple? Tu sais, la maman, elle vit tout ça, là. Elle vient d'accoucher d'un bébé ou elle a perdu un bébé, puis qui verra pas la vie, malheureusement. Que la mère, elle est c'est très, très rattaché à elle. Mais le papa dans tout ça, comment les papas vivent ça? Moi, j'ai vu, 2 exemples parce que je vais prendre mon exemple, puis, j'ai vu un couple vraiment très, très soudé dans ça. Donc je vais donner les 2 exemples parce que, au niveau de mon couple, on a passé proche de se séparer. Ça a été excessivement difficile. Juste le fait qu'en fait, il est pas venu à l'accouchement parce qu'il voulait pas le voir. Il voulait pas que ce soit concret. Pour lui, c'était trop difficile à ce moment-là. Sur le coup, je lui ai dit: «Je comprends», puis après ça, pour moi, c'était trop difficile de dealer avec ça, donc Mhm, en est venu, de la chicane par rapport à ça parce que, pour moi, il comprenait pas ce que je vivais parce qu'en tant tu sais, je l'ai accouché, j'ai, je l'ai bercé, je lui ai chanté des chansons, puis lui, au final, il a continué sa vie. Donc mhm. pour moi, c'était comme pas respecter mon deuil, donc heu je pleurais sur le divan pendant que lui allait rire avec les enfants dehors.
il y avait une mécompréhension là, totale de ce que moi je vivais en dedans. Puis ça a mené plusieurs fois qu'on s'est assis à table puis qu'on s'est dit: «Est-ce qu'on se sépare?» Donc à la première année suivant le décès d'Eliott, je pense qu'on s'est dit 3 fois là: «On fait quoi? On se sépare-tu parce que là, ça a pas de bon sens, ça marche plus?» Mhm. Tu sais, on parlait de sexualité post, puis je vais l'aborder parce que c'est un point quand on vient d'accoucher, premièrement, la plupart du temps, il est conseillé de pas avoir de sexualité là, dans les semaines qui suivent. Donc, de toute façon, honnêtement, quand tu viens de perdre ton bébé, c'est rare là que c'est c'est, dans tes Que premières c'est une idées. priorité. C'est ça, exactement. Donc là, ben, il y a une perte de l'intimité. Puis, là, je dis perte de l'intimité parce qu'à ce moment-là, pour moi, l'intimité, c'était ça. J'étais quand même jeune, j'avais 21 ans quand, j'ai perdu Elliott, puis je dis à ce moment-là parce que on en reparlera dans le deuil, parental, la sexualité, là. Et donc, perte de l'intimité à ce moment-là dans notre relation de couple. Lui, ça faisait pas son affaire trop, puis en même temps, je comprenais parce que, dans l'intimité, il y a aussi besoin de se sentir désiré. J'en avais plus Mhm. besoin pantoute, lui, il en avait besoin. Ça tu sais, ça clashait, ça faisait des flamèches. Heu, je pense qu'il n'a pas eu de relation pendant au-dessus de 6 mois, puis ça, c'est, ce que lui a considéré le plus dur dans tout ça. Puis après ça, il est revenu me voir pour me dire: «Mais moi aussi, j'ai de la peine du décès, d'Eliott». J'étais comme: «Mais pourquoi tu m'en as pas parlé?» Là, c'est là qu'on a vu Mhm. que la communication, ça a complètement clashé au décès d'Eliott. Ça a clashé parce que moi, de mon côté, j'avais trop de peine, puis lui, de son côté, ben, il était juste incapable de montrer aucune émotion à ce moment-là. Mhm. Donc au final, on s'est pas séparés parce qu'à un moment donné, il est revenu s'asseoir puis il a comme fait: «Ben, j'ai de la peine dans le fond. J'ai de la peine puis je sais pas comment faire pour te l'expliquer, ma peine». Donc là, il y a eu un travail sur lui à faire là pour, prendre le temps d'être capable de m'expliquer sa peine, d'être capable de m'expliquer comment il l'a vécu. Parce que Mhm. moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait de la peine. J'avais pas l'impression qu'il comprenait ma peine, j'avais l'impression de rien, en fait, au final. Puis, d'un autre côté, je regardais un couple avec qui, j'ai été à des groupes qui, eux, étaient tellement soudés, je saurais même pas expliquer. Des fois, là, je les regardais, puis ils riaient ensemble, ils pleuraient ensemble, ils se tenaient tout le temps par la main. Il y avait un petit toutou de toast, là, en genre OK. les Jellycat, là, puis, ils cachaient le Jellycat dans la maison pour que c'était comme leur jeu à eux, là. Dans les pires journées, ben, là, ils retrouvaient la toast, puis ça leur, ça les apaisait. Mhm. Ça, là, couple, c'était mon couple de référence à ce moment-là, là. Pour Je moi, comprends. c'était tellement beau de les voir, puis ce couple-là avait terriblement mal, mais ils avaient mal ensemble. Mhm. Ils se supportaient l'un et l'autre. C'est ça, donc d'un côté, quand elle avait de la peine aujourd'hui, ça avait pas de sens, mais lui, il était là pour elle et vice versa. Heu, donc ils ont su avancer, puis à aucun moment ils se sont demandé s'ils se séparaient. À aucun moment Mhm. ils se sont posé cette question-là parce que pour eux, c'est une évidence qu'il fallait qu'ils avancent ensemble. Même, leur enfant est décédé d'une maladie génétique là, puis, c'est elle qui est porteuse OK. et ça a été très difficile parce que c'est elle qui est porteuse. Donc, à ce moment-là, il a demandé: «Tu veux-tu comme aller avoir des enfants ailleurs? Parce que moi, je suis porteuse de quelque chose de grave». Mhm. Sa réponse a été: «Non, il faut que j'aille en fécondation in vitro, qu'on aille chercher le gène, qu'on aille que ce soit compliqué. Ce sera compliqué, mais on va se supporter ensemble dans tout ça».
Donc je pense qu'à quelque part, dans le deuil, périnatal, il y a 2 extrêmes. Il y a: Mmh. «Hey, on va être ensemble là, puis on va passer au travers» ou «Maman a beaucoup de peine, puis papa, il sait pas comment l'expliquer». Mmh. Au travers des groupes que j'ai vu beaucoup ces deux contextes-là. Est-ce que, les hommes, par exemple, qui ont de la difficulté à vivre cette peine-là, est-ce que c'est parce comment je pourrais dire ça? Tu sais, qu'ils se sentent pas légitimes d'avoir de la peine, tu sais, parce qu'ils ont comme pas connu le bébé, ils ont comme tu sais, tandis que la maman, ben, comme tu dis, là, depuis les 2 petites barres, c'est ton enfant. Le papa, pour lui, c'est plus abstrait, tu sais, c'est pas dans son corps que ça se passe. Fait que ça se peut-tu qu'ils se sentent pas légitimes de vivre cette peine-là? Il y en a beaucoup que, oui, le fait que ce soit pas concret, que ce soit super abstrait, ça les met face au fait qu'ils pour eux, en fait, c'était pas grand-chose au final, là. C'était, Mmh. quand elle va accoucher, moi, je vais être papa, là. Pour l'instant, je le suis pas. Donc Ouais, s'il y a c'est sûr, eux cette commencent à être papa le jour de mentalité-là, naissance. c'est ça. Donc les gens qui ont cette mentalité-là durant la grossesse, ben, c'est sûr que si la maman fait une fausse couche, avant même qu'elle ait eu le temps de sentir les coups sur la bedaine, qu'elle ait eu le temps de voir une échographie, il y a rien qui les rattache à quelque chose de concret. Mmh. Tantôt, on parlait, il y a pas de funérailles, donc il y a pas de corps, il y a rien de concret qui nous rattache à la mort. Pour un papa, c'est pareil. Pour un papa, s'il y a rien qui, rattache à une grossesse, à quelque chose de concret, de visuel, de vrai, ben, il y a rien qui rattache à une peine concrète. Puis je dis pas qu'il y a aucun papa qui a de la peine avant avant 12 semaines. Mmh. C'est juste que si on se ramène au, au concret, au contexte, de tout ça, on comprend un peu mieux les réactions de certains papas. Donc versus quand on commence à avoir du concret, des échographies, on commence à avoir des coups sur la main, là, quand on commence à passer notre main sur Mmh. l'œdème. Là, maman, elle commence à avoir de la misère à marcher, je vais l'aider, je vais attacher ses la tu sais, on a du vrai concret, là, de: «Hey, ça s'en vient, là, je commence à être excitée, je vais être papa», puis, là, on a du vrai, puis on réalise qu'on va être papa. Donc il y a plus de chances, qu'on soit capable d'exprimer une peine, du moins. C'est ce que j'en ai, Mmh. visualisé. Est-ce que si c'était à refaire, par exemple, là, au moment où, tu as accouché d'Eliott puis que malheureusement il a pas survécu, est-ce que pour la suite, tu suggérerais à quelqu'un qui vit ça de consulter tout de suite en couple pour Oui. s'assurer de se mettre à la même page puis, tu sais, d'avoir une meilleure communication pour se soutenir? Je pense que oui, je suggérerais là, fortement à un couple qui vit ça d'aller vers une ressource qui est spécialisée en deuil périnatal. Mmh. Une ressource spécialisée parce que c'est un deuil qui est particulier. On peut pas le prendre juste à la légère avec une travailleuse sociale spécialisée en deuil. C'est important d'y aller vers une ressource là, qui est spécialisée en deuil périnatal, puis d'y aller ensemble. Tu Mmh. ça a pas besoin là d'être un suivi qui s'éternise, mais juste d'aller établir les bases de la communication, d'aller établir comment papa se sent, comment maman se sent. Faut juste partir avec de quoi de solide pour avancer tranquillement. Ben, c'est une bonne idée parce que, tu sais, je pense que pour ceux justement qui savent pas trop comment se démêler avec tout ça, avec toutes les émotions, avec les incompréhensions, puis tout ça qui arrive. Puis des fois, c'est difficile, tu sais, c'est facile de parler, mais c'est pas toujours facile de se comprendre. Fait que, tu sais, de comprendre l'autre dans sa façon de vivre les choses. Fait que, tandis qu'avec une thérapeute spécialisée là-dedans, ben, en fait, c'est que la thérapeute va s'assurer que les deux s'exprimer, qu'ils puissent aller au fond des choses. Fait que je pense que, tu sais, ça peut faire vraiment une différence dans la vie de couple. C'est ça, des fois je dis: Je t'entends, mais je te comprends pas». Mmh. C'est ça aussi, hein. Des fois: «Non, j'ai pas compris». Oui, puis c'est parce qu'une chose peut vouloir dire quelque chose pour toi, puis pour l'autre, ça veut pas dire la même chose. Fait que des fois, c'est bon d'approfondir puis d'expliquer le pourquoi du comment, mais
sais, quand on est dans la peine, c'est pas quelque chose qu'on pense à faire nécessairement. Fait que c'est une bonne chose qu'il y a des thérapeutes spécialisés là-dedans. Puis maintenant, Lauriane, j'aimerais ça t'amener vers le deuil parental. Où est-ce que là, on a connu notre enfant, qu'il soit petit ou grand, perdre un enfant, c'est comme le pire deuil qu'on peut pas vivre, en tout cas à mon sens à moi. Hem, Comment ça s'est passé pour toi? En fait, je suis en garde partagée. Donc, c'est un point qui est important. Je suis séparée du père, de mes enfants. Je suis en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, OK. c'est le premier point que je mentionne parce que ça change la donne. J'ai un Mhm. ami avec qui on s'entend pas forcément, top notch et donc ma fille, à ce moment-là, était avec son père, donc sous la garde de son père. Elle est décédée un dimanche et ça veut dire que moi, je suis retournée chez moi toute seule, ben, avec mon chum, mais sans mes enfants, sans ma fille parce qu'elle Mhm. était partie avec le coroner, elle était partie, je pourrais plus jamais la revoir, mais sans mon garçon aussi. Parce qu'on s'entend OK. que quand on a plus qu'un enfant, hem, ils nous apportent tous quelque chose de différent. Tu mon petit garçon, ben, c'est celui qui me ressemble un peu plus, celui avec qui on connecte. Donc, il était encore sous la garde de son père, donc parti, avec son père ce soir-là. Puis, je suis revenue chez moi et là, on s'entend que sans responsabilité, ben, après avoir perdu un enfant, on l'a dit, c'est un deuil qui est excessivement difficile, excessivement complexe. Ben, ça vaut pas la peine de manger, ça vaut pas la peine de se laver, se lever, c'est complexe, là. Mhm. Juste se lever de son lit, c'est complexe. Donc les premiers temps, ça a été super difficile. J'ai eu des amis, la famille, mon chum a été super compréhensif. Lui, de son côté, ça faisait pas non plus des lunes qu'il connaissait ma fille. Puis c'est ça. Les premiers temps, je dirais que honnêtement, je me rappelle pas trop des premières semaines. Ça a été j'étais en dehors de mon corps. Fallait que je gère administrativement parlant de ramener le corps à la maison funéraire, les funérailles, tout ce qui est très compliqué à gérer. D'ailleurs, il faut gérer ça rapidement, puis on n'est absolument pas apte à gérer ça rapidement, là, après. Mhm. Donc, une fois que j'ai repris un peu plus poids de la bête, ben là, c'est de dealer autant avec moi qu'avec mon garçon. Mhm. Donc, faut que je deal avec mon garçon, mais faut que je deal avec mes sentiments à moi parce que je suis tout le temps au bord du gouffre, au bord de m'effondrer, de pas être capable de gérer absolument aucune émotion, là. Je comprends. Mais il faut que je deal aussi avec un petit garçon Asperger qui a décompensé complètement au moment où sa sœur est décédée, là. Donc, on deal Est-ce tranquille. que dans le contexte, est-ce que ta fille et quel âge avait ta fille et ton garçon à ce moment-là? Ma fille avait 4 ans et demi, puis mon garçon avait 6 ans. OK. C'était 2 très, très connectés, ils dormaient ensemble. Ça donne OK. ça donne une bonne idée. Donc, Mhm. de dealer avec, refaire la chambre parce que là, il faut une chambre à lui tout seul, qu'il va aimer pour qu'il se sente en sécurité de dormir tout seul. Tous des détails qu'on se dit: «Hey, là, je suis en deuil, ma vie est difficile, mais faut que je pense à mon enfant avant de penser à moi, là». C'est ça qui est le plus important. Puis au travers de tout ça, ben, quand on parle du couple pour, venir au couple, c'est là qu'on voit à quel point, la connexion peut être importante. Parce que, j'ai eu la chance, à ce moment-là que mon conjoint soit hyper présent. Et il m'a proposé, de s'occuper, «Ah, je vais aller chercher ce qu'il faut pour, un nouveau lit, pour, un matelas, je vais aller, y acheter une nouvelle douillette», je vais m'occuper un peu de tout au final là, parce que Mhm. on est en plein déménagement en plus là, on venait d'arriver, où on était et il me dit: «Hey Laurie, c'est tellement pas important, va te coucher, moi je vais défaire des boîtes», donc il s'est vraiment occupé de beaucoup de choses, y compris mes sentiments, beaucoup. Mhm.
au niveau du couple, à ce moment-là, j'ai une autre vision du couple parce que, ben, je suis un peu plus vieille, là. Je suis rendue à 25 ans au moment où c'est arrivé. Puis j'ai une autre vision de l'intimité. Tantôt, je parlais d'intimité parce que, Mhm. à 21 ans, pour moi, l'intimité, c'était la sexualité. Aujourd'hui, pour moi, l'intimité, c'est vraiment autre chose. L'intimité, c'est tous les moments à deux, c'est notre complicité, euh, c'est nous, en fait. C'est Mhm. la façon dont on se regarde. Dans cette épreuve-là, son regard sur moi, cette façon-là qu'on est juste ensemble sur le divan, là, puis j'ai pas besoin d'y expliquer rien, je peux juste pleurer, puis il fait juste me prendre dans ses bras, puis ça, c'est amplement suffisant. Ça, c'est des bases excessivement solides pour avancer, là, tant qu'à moi. Mhm. Donc juste ça, ça aide tellement à progresser puis à avancer. Puis le fait que, justement, il y a de l'intimité, mais on n'a pas d'obligation de sexualité Mhm. parce que, on l'a encore, on n'a aucune envie, là. Tu sais, il y a peut-être des il y a peut-être des gens, hein, qui ont des envies de sexualité, puis c'est un sujet que j'ai abordé avec, une maman récemment qui se demandait si c'était normal, d'avoir aucune envie. Puis, heu, ce que je lui ai mentionné, c'est qu'il y a des mamans qui ont des envies, il y a des mamans qui en ont pas du tout. Puis, de tomber à zéro au niveau de la libido, ça peut être totalement normal, comme de tomber Toutes les personnes ne vivent pas ça de la même façon. on se le cachera pas, la plupart des gens, quand ça vient d'arriver, sont comme: «Je veux plus rien». Il y a Mhm. comme plus rien qui existe, j'ai plus rien qui me procure du bonheur, j'ai tout est fini final. Au début du moins là, on finit par retrouver le rire, Mhm. heu, brinzé de bonheur par-ci par-là, là, mais au début, il y a comme plus rien, là, on a de la misère à se laver, fait qu'on Ben, va c'est au normal, on est en état de choc, tu sais, c'est surtout, ça, là, là, dans ton cas, il y a un accident qui est arrivé, ta fille s'est noyée. Ça fait c'est combien de ça. temps d'ailleurs que c'est arrivé? C'était le 13 juillet l'année dernière, là, donc ça va faire 1 an. C'est encore assez récent. Je suis très touchée que tu aies choisi de partager ça avec nous parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est pas facile. Moi, je suis hyper fébrile depuis tantôt. Parce que j'écoute ton histoire, puis je me dis, il y a plein de femmes et d'hommes qui vivent ça, puis que c'est difficile, puis ils pensent qu'ils sont tout seuls, mais non, ils sont pas tout seuls à vivre des choses comme ça. C'est exactement pour ça que je le fais parce que moi, je suis capable de le faire. Ça fait partie un peu de ma nature, comme je parlais. Je suis une personne comme ça. Donc, pour moi, c'est important de le partager. Je fais un peu des conférences là, là-dessus. Puis, comme je suis capable de le faire, je vais le faire parce qu'il y a des parents qui sont tout seuls avec ça. Euh, Mhm, D'ailleurs, prochainement, j'ai un livre qui va sortir, là, mais je l'ai écrit durant mon état de choc. mhm. Heu, donc je pense que j'ai une bonne plume, mais ça je pense que ça peut aider des parents justement qui se sentent seuls dans, cette colère-là, d'avoir envie de défaire les murs là, parce que Absolument. oui, ça donne cette envie-là, là. Donc toutes Trouver les un émotions, coupable, tu toutes, sais, toutes ces c'est injuste. Il y a pas mhm, un décès d'enfant qui peu importe l'âge de notre enfant parce qu'on est parents jusqu'à notre tombe là, donc mhm. peu importe l'âge de l'enfant, il y a aucun moment où c'est juste d'enterrer son enfant. On devrait toujours mourir avant nos enfants. Donc, il y a aucun moment où c'est juste là de perdre son enfant, que ce soit à 4 ans, 35 ans, peu importe, c'est pas juste. C'est sûr, c'est pas juste. Donc, après, mais quand notre deuil est gros comme ça, faut juste apprendre à se faire une vie grosse comme ça. Est-ce que Tornade d'espoir est né suite au décès de ta fille? Oui, OK, fait que ça aussi, c'est quand même assez récent. Puis est-ce que tu veux nous dire, avec Tornade d'espoir, comment tu aides, les parents endeuillés? on aide les parents endeuillés de plein de façons. Des façons directes, puis des façons un petit peu moins directes. OK, On les aide directement, eux, avec une, spécialiste au niveau du deuil, parental qui vient les aider en individuel. OK. Après ça,
a la possibilité de faire des groupes selon la demande. Donc, tu sais, si on voit qu'on a plusieurs parents qui auraient besoin d'un groupe, on va en former un, que ce soit à distance ou en présentiel. OK. Puis, il y a aussi des ateliers thérapeutiques qui vont être faits à des moments clés de l'année comme Noël. Noël, on le sait, c'est difficile. Mhm. Préparer quelque chose là pour ça. Hem, Après ça, au niveau un petit peu moins direct avec le parent, on va aller former l'entreprise, dans le sens où, par exemple, j'ai un parent qui vient de perdre son enfant puis qui me dit: «Hey, moi là, j'ai peur de retourner travailler parce que j'ai peur de pas être comprise». Ben, on a une formation qui est directement pour l'entreprise, pour comment on réintègre un parent au travail. Donc c'est pour OK. autant pour le gestionnaire que pour les collègues, le but, c'est d'aller les former sur, c'est quoi le deuil parental? Qu'est-ce que mon collègue, mon employé vient de vivre? Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est quoi la réalité, en fait? Donc, dans quoi il s'embarque dans son retour au travail? Parce qu'on le sait que ça peut être très difficile, puis ça peut vite devenir un échec. Mhm. Bien former l'entreprise, on met toutes les chances du côté du parent pour qu'un retour se passe bien. Puis qu'au besoin, il y ait des accommodements, là, si possible, dans son entreprise. Donc, on a Intéressant. ça. On a aussi une formation auprès des assureurs. Là, on est encore un petit peu moins près du parent, mais euh, tu vas comprendre où je m'en vais. On forme sur 2 volets pour l'assureur. On a la vente éthique d'assurance vie pour les enfants. Parce que c'est important que ce soit une vente qui est juste, parce que c'est très important l'assurance vie pour les enfants, parce que quand tu perds ton enfant, il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Ça coûte Mhm. cher aujourd'hui, que ce soit une crémation, que ce soit juste une cérémonie standard, ça coûte excessivement cher. D'établir avec les assureurs, de leur démontrer qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de tout ça, en fait, mais ça nous permet là, de faire de la vente éthique. Puis après ça, ben, on a une formation sur le traitement d'une assurance vie dans le contexte d'un deuil parental. Donc, l'enfant est décédé. Maintenant, l'assureur, de quelle façon on parle à un parent? Qu'est-ce que le parent peut vivre comme émotion? Donc, Mhm. ça peut être un paquet d'émotions, là. Ça peut être assez complexe, mais comment est-ce que je vais aller expliquer des clauses qui sont vraiment, c'est plate comme clause, là. C'est long, puis le parent a peut-être pas la concentration pour comprendre, mais comment je fais pour l'aborder? Puis est-ce que tu sais, ils ont tout le temps l'impression de marcher sur des œufs. Puis comment je fais dans tout ça? Nous, on a une formation pour ça, spécialement conçue pour les assureurs. Après, on est en train de développer de la formation pour le milieu de la santé, là, pour tous les professionnels qui voudraient venir se former chez nous. OK. Puis mon dernier, ça c'est mon bébé, là, mais c'est des urnes qui sont 100% personnalisées. Donc, Mhm. c'est en impression 3D avec un plastique qui est biodégradable. Donc, on fait exactement ce que le parent désire. Je m'excuse, j'ai un peu OK. peur avec mon casque d'écoute. OK. Pas de- Donc, en fait, je prends un exemple qu'un enfant traînerait un toutou tout le temps avec lui. Ben, on peut reproduire exactement le toutou que l'enfant traînait avec lui. OK. Donc, c'est significatif. Puis le pourquoi c'est important, puis pourquoi ça devient de l'accompagnement du parent, c'est qu'il nous reste pas grand-chose de nos enfants. Donc, Mhm. d'avoir quelque chose à quoi se rattacher, ben c'est super important. Donc, des urnes comme ça qui sont vraiment personnalisables, qu'on peut partir de zéro comme on peut partir de notre catalogue, mais ça aide réellement les parents. Comme on peut porter un collier avec les centres de notre enfant, mais d'avoir une urne qu'on peut regarder dans notre bibliothèque, par exemple, ou à un moment, à un endroit propice, ben, ça fait une réelle différence là, auprès des parents. Écoute, je savais pas qu'il y avait autant de services parce que, on avait jasé un peu avant Oui, de prendre une ben, date pour le podcast, mais j'avais pas réalisé que tu avais autant de services. Je trouve ça vraiment le fun parce que justement, les parents qui vivent ça, ben, premièrement, leur monde s'écroule là, hein, on va se le dire. c'est pour ça qu'on s'appelle tornade d'espoir. Mhm. Parce que il y a 2 raisons, là. Il y a parce que ma fille, c'était une petite tornade sur 2 pattes.
puis parce que c'est une tornade sur une vie, donc ça détruit tout autour. Mais Mhm. j'aime bien l'illustrer parce que le vent est très fort dans le bas, puis plus on monte, moins le vent est fort. Donc les gens qui sont plus loin de l'enfant vont pouvoir s'en sortir rapidement. Mais quand on est proche du centre ici, le vent est très, très fort, puis si on n'a pas une main tendue, l'espoir est dur à aller rechercher. D'où le Mhm. tornade d'espoir. J'aimerais ça savoir, là, si on a quelqu'un dans notre entourage qui vit soit un deuil périnatal ou un deuil parental, comment on peut être présent pour ces personnes-là sans être, tu sais, parce qu'on sait jamais où se placer, on est mal à l'aise, on sait jamais quoi dire. Des fois, on dit des niaiseries, tu sais, par manque de connaissances ou par juste innocence, là, tu sais, des fois, ça nous arrive, on est mal. Souvent, on dit des, tu sais, quand on dit dire des niaiseries, là, souvent, on dit des niaiseries quand on est mal à l'aise avec le silence. Mhm. Puis souvent, là, on est en silence, puis là, on se met à être mal à l'aise. Ben, c'est justement le moment de rester en silence. Quand on commence à Mhm. être mal à l'aise parce qu'on va se mettre à dire des niaiseries. Puis là, je vais en profiter. J'ai un exemple de chose qui est beaucoup trop dite aux parents qui perdent un enfant, puis que faut pas dire, là. Je dis Mhm. vraiment pas dire ça, même si on le pense. Vous pouvez le penser autant que vous voulez. On ne dit jamais à un parent qui a perdu son enfant: «Je sais pas comment tu fais, moi, je me serais suicidée». Mon Dieu. Et ça, là, je le sais qu'on pense tout ça à de se dire: «Hey, moi, mes enfants, si je les perds, je sais pas ce que je ferais, je pense que j'en survivrais pas». Mais ça pourrait être le dernier clou dans le cercueil du parent. Mhm. Que c'est sûr que ça l'a passé par la tête du parent, là. 99,9% sûr que ça y a passé par la tête. Mais donnez-y pas le clou, là, tu sais? C'est Non, pas c'est ça. nécessaire, là. Donc, ce point-là, c'est quand même vraiment important. Après ça, ben, comment ça va aujourd'hui? Mhm. Parce que comment ça va pas. Écoute, ça va pas. Tu sais, mon enfant ne reviendra pas, donc ça ne va pas. Mais comment ça va aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Super. Aujourd'hui, ça va pas du tout. OK. Est-ce que tu veux qu'on s'assoie? Est-ce que tu veux que je fasse ton lavage? Est-ce que tu veux que je fasse ton ménage? Tu sais, d'être proactif dans la vie du parent, ben, ça fait aussi une différence parce que c'est pas vrai que le parent va te dire: «Hey, pourrais-tu venir faire mon ménage?» Il y a aucune chance que le parent te dise ça. Même C'est chose clair. quelqu'un qui te dit: «Ah, tu me diras quand tu voudras aller prendre un café». Et j'ai de la misère à savoir ça fait combien de jours que je me suis lavée, là. Il y a aucune chance que je sois capable de te dire quand est-ce que je vais aller prendre un café. Tu sais, dans les premiers temps comme ça, là, c'est impossible que le parent soit capable de dire ce genre de choses. D'aller de façon proactive dire: «Je t'apporte un café, est-ce que tu préfères un café noir? Est-ce que tu préfères un café latte?» Ben, ça, ça fait une différence versus: «Ah, tu me diras, mais que tu veux qu'on prenne un café». Ben, ça, c'est pour un parent, ça sonne comme: «Ah, je te garoche une invitation, puis, je n'ai un peu rien à foutre finalement, là». Donc, c'est des petits détails comme ça, puis moi, je prends souvent l'exemple, il y a une maman de la garderie de ma fille qu'on se connaissait à peine, là. On s'était croisés régulièrement en allant porter nos enfants. Je savais que, sa petite fille, c'était une amie de ma fille, mais, elle m'a écrit: «Allô, c'est quoi ton adresse? Je m'en viens de porter des beignes». OK. Mais tu sais, je la connais pratiquement pas, mais elle est allée me chercher des beignes au Krispy Kreme, puis elle est venue me les porter. Ça, là, ça m'a fait du bien. Je les ai pas Mhm. fait manger à moi toute seule, c'était absolument pas nécessaire, mais ça m'a fait du bien. Puis je m'en rappelle encore parce qu'elle m'a pas demandé: «Est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose? Est-ce que tu as-tu besoin de quelque chose?» Elle m'a dit: «Je t'apporte des beignes». Fait que ça a fait une différence. Même chose pour une de mes amies qui est venue faire mon ménage. Elle m'a pas dit: «Veux As-tu besoin? Veux-tu que je fasse ton ménage?» Elle est arrivée chez nous avec ce qu'il fallait pour faire mon ménage, puis elle a fait mon ménage. Donc c'est tous des points que je pense pas qu'un parent va aller demander
ce genre de choses-là parce que on veut pas être demandant. Puis c'est ce que je constate en parlant à de plus en plus de parents avec le temps. On veut pas se sentir comme un poids. On a souvent l'impression déjà d'être un poids au niveau émotionnel. On veut pas être lourd, on veut pas avoir l'impression d'être toujours en train de parler de notre deuil et on veut pas prendre toute la place dans une pièce parce que on a de la peine, parce que c'est ça. Donc, d'aller dire: «Hey, j'aurais besoin que quelqu'un vienne m'aider à la maison», c'est des choses qui sont plus dures à faire parce que on a déjà l'impression d'en demander trop avec le fait d'exister, là. Donc, c'est souvent ce que je constate le plus, c'est vraiment ça. Donc, n'importe quelle petite attention pour de vrai, là. Juste d'être là, de dire: «Hey, je m'en viens, on écoute un film puis on parle pas». Mhm. Des fois, on a tellement pas envie de parler, mais juste, on écoute un film puis on parle pas. Pour les gens, mettons, qui sont moins proches, géographiquement parlant, disons, là, y a-tu des choses qu'on peut faire qui va faire en sorte que la personne va se sentir soutenue ou je sais pas, mais mettons que c'est pas possible géographiquement d'aller De voir la personne, par exemple? de parler de l'enfant, de Mhm. laisser une place à cet enfant-là dans le sens où, de pas éviter de nommer son nom. Parce que c'est tout ce qu'on demande souvent, là, de juste dire Mathilde, Math, ou la nommer par ses surnoms, mais ça fait une différence parce que d'essayer d'éviter le sujet fait mal. Tu sais, pour moi, quelqu'un qui normalement, me parlait tout le temps de ma fille ou, l'appelait, par exemple, on l'appelait Madame Monstre, ben, quelqu'un qui soudainement se met à éviter ce surnom-là, ben, moi, ça me fait mal parce que, mettons, c'était la seule personne avec qui j'employais ce surnom-là. Mhm. Donc, c'est difficile. Puis, ben, ça prend 2 secondes, s'appeler puis prendre des nouvelles aussi. J'imagine, tu sais, quand tu dis, continuer de nommer, de parler de l'enfant, j'imagine que les gens, peut-être par réflexe, vont dire: «Ben, je vais pas en parler, comme ça, je jouerai pas dans tu sais, je Ils je ont peur de gratterai pas faire le mal, bobo». Ouais, ils ont peur c'est de ça, faire mal et exactement. c'est une peur de faire mal puis c'est une peur de faire de la peine. Sauf que ce qui fait de la peine, c'est que, on a l'impression que notre peine n'est pas accueillie Mhm, parce que notre peine est là. Même si on nomme pas, le nom de l'enfant, même si on n'en parle pas, notre peine est là, là. C'est pas parce que la personne dit Mathilde, Madame Mons, peu importe, que je vais me mettre à pleurer. C'est parce que mes larmes sont déjà, là, ben oui. sont prêtes. C'est vraiment pas pour ça que je me mets à pleurer. Au contraire, si je me mets à pleurer, c'est que j'ai confiance que je peux déverser une portion de ma peine, puis que tu tu peux l'accueillir un petit peu, juste 2 secondes de ma peine, Mhm, puis après ça, on va raccrocher, puis ça va être correct. Mais, il y a ça aussi, là, c'est d'être capable d'accueillir, une émotion. Tu sais, mhm, c'est de dire: «Oh, je suis désolée, je voulais pas te faire pleurer». Ben, de t'excuser parce que je pleure, ça vient mettre mal à l'aise le parent parce que encore là, il a l'impression qu'il prend trop de place, qu'elle prend trop de place, que son deuil prend trop de place puis qu'il dérange. Donc, mhm. il y a beaucoup ça parce que les émotions, tu sais, je parlais au Québec, le deuil est mal vécu. Il y a des endroits dans le monde qu'on célèbre le deuil. Ici, on le vit tout seul puis on a 3 jours pour retourner travailler, là. Donc, Mhm, c'est sûr qu'il y a du travail là-dessus à faire, beaucoup, mais c'est normal qu'un parent pleure longtemps après le décès de son enfant. C'est normal qu'il ait besoin de le nommer. C'est normal que juste en y disant bonjour, qu'il se mette à pleurer un matin, là. mhm, Il y a rien d'anormal. C'est pas de votre faute s'il se met à pleurer. C'est pas parce qu'on l'a nommé. Au contraire, tout ça, c'est dans un processus de deuil normal. C'est pas parce qu'un an plus tard, il pleure encore quand on dit le nom de son enfant que c'est un deuil pathologique, au contraire. Non, ben, je pense que c'est normal. Puis, tu sais, l'autre chose, je pense que, ben, je sais pas, tu me corrigeras si j'ai pas raison, mais je pense que l'humour aussi peut
décharger de l'émotion, tu sais, parce que c'était pas un enfant, mais j'ai une tante qui est décédée à l'automne passé, puis le curé qui a fait la cérémonie à l'église, il était comique, tu sais, puis il disait des affaires, puis tout au long de la cérémonie, il nous faisait rire, tu sais, parce que c'était comique comment il disait les choses. Puis c'était tellement moins lourd. Tu sais, on passait de oui avoir des larmes, puis après ça rire parce qu'il avait dit quelque chose de comique. Fait que j'imagine que c'est la même chose pour le parent endeuillé quand que, tu sais, de pas, tu sais, si on parlait de choses et d'autres avant qu'on se taquinait ou quoi que ce soit, de pas arrêter ça, là. C'est super important ce bout-là parce que l'humour, c'est un bon remède, là. J'ai toujours dit ça que l'humour, c'est un remède. Mhm, C'est tout aussi valide. Puis moi-même, pendant la cérémonie de ma fille, pendant le texte, que je lisais, tu sais, je parlais du fait que ma fille, elle dessinait sur les murs, elle dessinait partout, qui est épouvantable, là, assez que le matelas de mon fils, il y a des dessins tout en dessous. J'ai aucune idée comment elle l'a fait, mais elle a dessiné en dessous du matelas. Puis ça, j'en parlais dans mon texte pour la cérémonie. Donc les gens ont vraiment ri là, à ce moment-là. Après ça, on s'est remis à pleurer, mais tu sais, juste d'avoir un peu un petit élan d'humour. Puis au travers du deuil, ben c'est super important ces connexions-là d'humour. J'ai des amis là que, j'invite à la maison, on parle de Mathilde, la petite voix qui craque, puis tout d'un coup, on se raconte une anecdote de ce qu'elle a fait, puis là, on part en rire suffisant pour que tout le monde soit de bonne humeur, puis on soit parti sur d'autres choses, là. oui, parce que, tu sais, veux pas, même si c'est la plus grande tragédie que tu vis, la vie continue. Dans ton cas, tu sais, tu un autre enfant qui est là. J'imagine que quand tu as un autre enfant, tu sais, tu peux pas te laisser aller dans le sens, tu peux pas juste dériver là, jusqu'à ce que mort s'en suive, là, si on peut dire ça comme ça, parce que il y a quelqu'un d'autre de qui tu dois t'occuper, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Fait que ça te raccroche, j'imagine, à la vie? Dans les premières semaines, je disais que je ne vivais que pour lui, Mhm, puis au travers du temps, ben, j'ai appris, à avancer, mais honnêtement, j'ai appris aussi à ne pas m'effondrer parce que lui, il a besoin de continuer à avoir une vie. Il a besoin d'avoir mhm, une enfance, il a besoin de grandir dans un environnement sain et équilibré. Donc, mhm. avoir un enfant survivant à ça, tu pas le choix. Tu sais, oui, il est conscient que sa sœur est décédée. Il en a encore, lui, c'est la plus grande tragédie de sa vie que sa sœur soit décédée. Puis, tu sais, il dit qu'il veut devenir ingénieur pour créer une machine pour ramener les morts. Tu sais, ça donne une idée un peu de. C'est adorable, mais en même temps, on comprend bien que il a compris la mort et que ça lui fait mal, la mort. Donc, Fait qu'il veut trouver une c'est solution. c'est ça. C'est d'apprendre à dealer avec. Faut que j'y montre que moi aussi j'ai de la peine, mais faut que j'apprenne à en garder un peu pour quand il dort. Mhm. Que donc c'est un deuil un peu, particulier aussi sur ce sens-là quand il est là parce que moi, personnellement, comme maman, je juge que ma peine doit être filtrée un petit peu parce qu'il n'a Mhm. pas à grandir dans cette grande peine-là. Écoute, Lauriane, c'était vraiment intéressant de t'entendre, de connaître ton histoire aussi. Tu fais preuve d'une grande résilience. Puis, je trouve ça vraiment intéressant que tu te serves de cette peine-là comme moteur pour aider les autres, en fait. Tu sais, apporter du soutien, offrir des services. Je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que ces personnes-là en ont besoin, tout simplement. Fait que je te remercie d'avoir participé aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à nos auditrices, auditeurs avant qu'on quitte? Et t'as-tu un site web? Super, parfait. Fait que je vais mettre les informations pour que les gens puissent te suivre dans la description de l'épisode. Puis je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec Tornade d'espoir, puis mes sincères sympathies pour la perte de tes enfants. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous.
tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.